séminaire que je vais tenir. Donc, d'abord, vous remercier d'être présentes aussi nombreux ce soir, pour nous preuve que le sujet nous interpelle dans le vécu de ces derniers mois. Alors, l'objectif de ce webinaire, après avoir pris connaissance de 3 initiatives aussi différentes qu'intéressantes qu'Alexandra vous présentera, c'est d'échanger et de débattre sur ce que la crise sanitaire que nous vivons encore nous a amené à imaginer pour nous adapter dans nos pratiques, pour ne pas attendre que ça passe pour recommencer éventuellement, comme si de rien, quand tout sera terminé. Donc, qu'est-ce que tout cela a modifié dans nos manières de faire, mais aussi de voir, et peut-être même de consolider ou d'affaiblir, je ne sais pas, nos missions, notre rôle. Ça paraît important d'en débattre. Quelles nouvelles pratiques avons-nous fait émerger et encore plus dans une période qui est un peu critique pour nous, qui était une période de renouvellement pour beaucoup de conseils de développement de notre réseau et d'ailleurs. Donc, une période où on était peut-être un peu fragilisé. Je pense que beaucoup d'entre nous ont su s'adapter aussi là-dessus. Alors, l'idée, c'est que est-ce qu'on doit aussi remiser toutes ces nouvelles pratiques quand tout sera rentré dans l'ordre, ou au contraire les conserver pour les faire évoluer encore plus, pour rendre nos travaux et réflexions encore plus robustes? Une bonne question. Pour ma part, je pense que la communauté des conseils de développement doit capitaliser sur ces éléments, ces expériences, ces inventions, doit capitaliser sur cette aventure forcée et aussi pointer les capacités créatives de l'ingénierie citoyenne que nous portons, que nous représentons en partie. Et pour conclure, au fond, je me demande si collectivement, au travers de ce que nous avons toutes et tous vécu, individuellement et collectivement, s'il ne nous appartiendrait pas d'ouvrir une réflexion à laquelle il ne serait pas complètement stupide d'associer nos élus, une nouvelle réflexion sur l'idée de démocratie sanitaire. Voilà. Je laisse le soin à Alexandra de présenter les initiatives que nous voulions partager avec vous. Et puis, on se retrouve pour débattre et animer le débat, tous ensemble. Merci Dominique pour ces propos introductifs. Alors, juste avant de partir sur les échanges d'expériences, voilà, je vous propose une petite animation sous forme de nuage de mots, donc avec l'idée que chacun vous puissiez exprimer en un mot ou avec une expression ce que la crise sanitaire a changé dans votre conseil de développement en termes de nouvelles pratiques, ou voilà, qu'est-ce que cette période de confinement, cette période de crise change. Donc voilà, je partage dans la fenêtre de conversation le lien. Il suffit de cliquer sur ce lien et ensuite vous arrivez sur cette page Answer Garden. Et il suffit de rentrer les mots où il y a marqué « Type your answer here » et après, vous appuyez sur le petit bouton « Submit ». Voilà, et donc le nuage de mots va apparaître. Donc, je vais partager aussi mon écran pour qu'on puisse voir le nuage de mots qui se forme. Pour l'instant, on n'a pas le lien, Alexandra. Ah, alors oui, je vais vous l'envoyer. Hop, je l'ai envoyé au mauvais endroit. Voilà. Alors, vous avez le lien qui apparaît. Il suffit de suivre le lien. Hop, j'ai partagé aussi mon écran. Hop, voilà. Hop, et vous pouvez marquer un mot ou un groupe de mots. Donc, par exemple, le conseil de développement, c'est un groupe de mots. Hop, et donc, nous allons voir au fur et à mesure un nuage de mots qui va se former. Hop. Hop, je remets le lien pour ceux qui viennent d'arriver aussi, donc pour participer à ce nuage de mots. Alors, pour l'instant, on voit un mot qui apparaît, au plus grand ralentissement. Travailler autrement aussi, visioconférence qui ressort, visio, virtuel. Déconcerté aussi qui apparaît. La convivialité.
arrêt des projets pour certains. Visioconférence, voilà, ça apparaît plusieurs fois au pluriel. Zoom, c'est aussi ce logiciel de visioconférence. Travailler autrement, virtuel, etc., etc. Voilà, le mot, en tout cas, qui ressort hein, de ce nuage de mots, c'est vraiment le mot ralentissement. Donc, voilà, on pourra revenir dans les débats sur ces différents termes. Merci. Puis, si vous avez envie de continuer aussi, vous pouvez continuer à alimenter ce nuage de mots. Merci pour votre participation. Alors, je vous propose de passer à la séquence. Alors, on va avoir deux séquences en fait dans ce webinaire. Une séquence de partage d'expérience et puis après un temps réservé aux échanges, au partage d'expérience, au débat. Donc, on vous demandera dans ce second temps de prendre la parole, pour partager une expérience ou vos questionnements. Voilà, en essayant d'intervenir de manière assez concise pour que tout le monde puisse avoir l'occasion de s'exprimer, en tout cas le plus grand nombre. Alors, je vais juste repartager mon écran pour cette séquence partage d'expérience. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir 3 interventions de 3 conseils de développement très différents. Donc, hop, nous allons avoir François-Xavier Lamotte du conseil de développement d'Erdre et Gèvres qui va nous partager une expérience particulière qui a été menée durant cette période de confinement, durant la première période de confinement, autour de la mise en place d'une carte des initiatives solidaires. Isabelle Moreau et Sébastien Rivière, en binôme, vont nous parler également de la démarche qui a été menée par le Conseil de développement de Grand Angoulême. Et puis ensuite, Céline Rigour, du Conseil de développement de la métropole de Rennes, reviendra sur un groupe de travail qui a été lancé aussi durant cette période autour du vieillissement. Donc, je laisse la parole à François-Xavier Lamotte pour le Conseil de développement d'Erdre et Gèvres. Merci Alexandra. Vous m'entendez bien? Oui, parfait, merci. Le thème pour moi, c'est donc la carte Covid. La carte Covid qui existait bien avant, enfin la carte des initiatives qui existait bien avant la carte Covid. Et j'ai choisi de la forme du récit pour vous la présenter. Alors, comme dans tous les CD, nous avons besoin d'un temps long pour installer les nouvelles idées. Tout commence en 2016, c'est l'année anniversaire des 10 ans du Conseil de développement d'Erdre et Gèvres. Le conseil d'administration se met en position alors pour fêter cet anniversaire et le COPIL, chargé de son organisation, propose une animation d'événements tout au long de l'année aux 4 coins du territoire sur le thème des transitions et sous le sceau des 10 ans. Objectif, mettre en lumière et favoriser le réseau des initiatives citoyennes sur tout le territoire, celles qui sont révélatrices des mutations sociales dans les domaines comme la démocratie, l'alimentation, l'énergie, la construction, etc. L'idée, c'est de repérer les leaders, ceux qui sont déjà en action, de les mettre en réseau, de valoriser les initiatives collectives et de faire du lien avec les politiques publiques en faveur des transitions. C'est vrai que c'est la première fois que le CD affiche clairement son positionnement pour les transitions. Cela s'organise. Soirée débat sur les enjeux de la transition, table ronde avec des journalistes sur le thème transition, on passe, on fait à l'action, ciné-débat avec le film Qu'est-ce qu'on attend, etc., etc. À chaque fois, des animations différentes et de très belles mobilisations. Nous sommes en septembre 2017 et nous coopérons avec la Comcom sur le renouvellement de la stratégie de développement durable et le PCAET. Nous lançons un appel à participation sur le sujet pour mettre en lien les acteurs locaux et les inviter à participer aux ateliers d'aider. C'est là que se dessine la carte des initiatives qui, après discussion avec le service développement durable, qui de son côté souhaitait aussi une carte pour ces actions et repérer des acteurs sur le territoire. Le choix est fait. La carte sera portée par le Conseil de développement et sera hébergée sur l'informatique de la Comcom, en s'appuyant sur le SICG, le système d'information géographique, et la carte est présentée en plénière de l'ouverture de la stratégie de développement durable. Alors, pendant ce temps, nous entrons en relation avec le Collège des transitions énergétiques et sociétales de l'École des mines de Nantes, qui nous regarde et nous aide bien dans ce projet. À la fin d'année, nous participons aux 12 ateliers de la stratégie d'aider en mobilisant fortement nos membres et en repérant les porteurs. 2018,
Le Conseil de développement participe au programme partenarial des transitions énergétiques et sociétales avec la Comcom. L'objectif de ce programme, c'est d'apprendre à faire ensemble pour relever les défis énergétiques et sociétaux. On apprend, on rencontre beaucoup et on se pose la question de la carte. Comment la faire vivre? Nous faisons le constat que la carte seule ne permet pas de connaître les porteurs et cela ne suffit pas à faire émerger les projets. Alors, il faut favoriser les rencontres et les échanges. Nous organisons donc un événement de rencontre avec la volonté d'embarquer les élus pas très présents lors des événements précédents. Nous formons des binômes pour aller entendre tous les maires de la Comcom en leur demandant ce qu'ils connaissent des initiatives de leur commune et en les invitant à notre journée qu'on le nomme Boosters d'initiatives. Nous allons aussi rencontrer 12 porteurs identifiés pour découvrir ce qui les anime et les fait agir. Pour notre booster, on choisit une animation que nous expérimentons, le forum ouvert. L'idée, ce n'est pas de faire à la place des porteurs, mais de les laisser s'organiser. On prévoit une salle, un café, un buffet, des chaises et une question centrale. Comment s'appuyer sur les initiatives du territoire pour faciliter les transitions? Bilan de la journée, beaucoup d'espoir se dégage de cette journée et à chaque fois, la carte est notre outil de repérage et elle se pérennise. Début janvier 2020, nous faisons le bilan de l'année. Le Forum des boosters des initiatives nous a révélé qu'il y avait énormément d'initiatives sur le territoire et qu'il y avait un travail à poursuivre pour continuer l'interconnaissance et la mise en relation. Que pouvons-nous faire des attentes des porteurs d'initiatives? Comment les accompagner? Est-ce bien à nous de le faire? Comment continuer à faire la mise en lien? Mars 2020. La crise se profile et met à l'arrêt pas mal de projets. Le confinement est là et dès le début, on voit émerger des initiatives et une grande solidarité. Au bout d'une semaine de tâtonnement, de Zoom, de Teams, nous recevons une demande du DGS de la Comcom. Je cite: faire appel à votre réflexion pour que nous puissions être force de proposition dans les prochains jours, soit pour mieux organiser le relais des initiatives, soit pour assurer une meilleure écoute des difficultés du monde économique et proposer des actions de soutien qui restent à imaginer. 2 jours plus tard, la carte des initiatives se transformait en carte Covid, recensant les actions des mairies, des associations, des particuliers pour aider ceux qui en ont besoin. Un agent de la Comcom recense les producteurs qui ont un drive ou qui livrent. Le service de communication et les mairies relaient l'info de la carte interactive et nous avons alors 130 initiatives présentes sur la carte. Au mois de juin, nous remettons la carte des initiatives en marche, prêt à redonner une suite au booster quand le second confinement arrive et la carte Covid réapparaît avec quelques modifications, comme les points click and collect, les groupes d'entraide et les points locaux d'information. Nous avons aujourd'hui 168 initiatives sur le site voixcitoyenne.fr. Aujourd'hui, nous anticipons une reprise en préparant une nouvelle rencontre en 2021, en travaillant sur le recueil et la parole des porteurs et un focus sur le repérage des ressources en allant interviewer les élus, les services, les associations, les organisations de toutes sortes sur en quoi est-ce qu'ils font ou pourraient faire ressources pour les initiatives. Et pour terminer, sur les apports pour le territoire, je pense que la première chose, c'est que le Conseil de développement a permis de faire exprimer le besoin du territoire, de montrer des possibles, mais aussi la création de liens de rencontre qui pourraient devenir un jour, et je mets des guillemets, un réseau d'entraide en aire de Régève. Ensuite, les relations partenariales et collaboratives avec les services de la Comcom, le service développement durable, le service éco, l'informatique, la communication, avec les mairies et les élus. La présence et la visibilité du CD avec la carte interactive bien relayée, avec le souci de rendre service sans être en concurrence avec toutes les actions du terrain. La mise en mouvement des citoyens du territoire avec une belle solidarité et le programme des transitions qui a semé certainement des envies de changement. Le Conseil de développement dans son rôle de facilitateur et qui expérimente. C'est aussi la forte mobilisation et la disponibilité des membres du Conseil de développement dans cette aventure avec le comité des initiatives, sa réactivité et son dynamisme. Et enfin, la trace laissée par nos actions sur notre site,
sur les réseaux sociaux et dans la tête de tous ceux qui ont participé ou qui nous ont vu agir. Voilà, Alexandra, l'histoire de notre carte interactive. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vu de questions dans la fenêtre de conversation. Alors, si vous avez besoin de clarification, n'hésitez pas à l'indiquer par écrit. On pourra revenir effectivement sur les présentations, voilà, un peu plus tard aussi, si besoin. Ah, voilà, il y a une question de Marie-Claude. Comment les citoyens ont connaissance de cette carte? Ah, alors c'est une bonne question, c'est qu'effectivement, la communication quand on fait des actions dans les conseils de développement. Alors, la première chose, c'est qu'on a utilisé nos réseaux sociaux, qui sont assez visités quand même, à titre d'information. Comme ça, on a eu 3500 visites sur la carte Covid quand on a lancé la carte Covid, pour un territoire de 65 000 habitants, pour vous donner une idée. Après, c'est le bouche à oreille et le relais. Alors, le relais, il s'est bien passé à travers les services de la Comcom, le service communication, entre autres, et les mairies. Alors, les mairies ont toutes aussi, à travers leur Facebook, signalé la présence de la carte interactive. Donc, c'est tout un relais de bouche à oreille, de connaissances et de réseaux sociaux. Alors, merci pour cette réponse. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Yves, est-ce que tu vois la question dans la fenêtre de conversation? Est-ce que tu peux la relayer? Ah, mais il faut que tu branches ton micro, Yves. Ah. Est-il possible de proposer une initiative qui serait passée sous les radars de la Comcom? Merci. Merci. Bon, je sais pas, ça me vient pas. Évidemment, il y en a. Évidemment, il y en a. Il n'y a pas que sous la Comcom, surtout sur les mairies, quand on a été rencontrer les maires pour les interviewer, savoir quelle est la connaissance qu'ils avaient des initiatives. Ils ont tous la connaissance des initiatives dont ils sont quasiment à l'origine, à travers des subventions, à travers des soutiens à des associations. Et ils connaissent très peu des initiatives collectives, individuelles, du bout de l'allée. Ils sont vraiment, comment dire, assez pauvres en connaissance sur ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment notre constat, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives dont on ne connaît pas l'existence et qui valent la peine d'aller les chercher. Alors, il y a une question, je vois Laurent Haddad qui a la main levée. Donc, Laurent, il faudra être assez concis parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps sur cette séquence. Très concis, en fait, c'est très bien, je trouve l'initiative super. Bon, il y a une interface avec un site internet. Je voulais savoir qui a fait le site internet et avec quels moyens vous avez engagé pour ça? Alors, comme je l'ai dit, la première version, ça a été posé sur le système SICG de la communauté de communes. C'était pratique pour nous parce que d'abord, on n'avait pas de budget particulier, mais surtout pas de connaissances à avoir. C'était franchement lourd à gérer, on n'avait pas la main dessus. C'était pas vraiment interactif parce qu'il y avait un tampon entre le temps où le porteur d'initiative allait se positionner sur la carte et où le temps où il apparaissait vraiment sur la carte. Donc, ça a été une question qu'on s'est posée. On a trouvé un système vraiment interactif qui est très souple, sans connaissance particulière et sans webmaster, qui s'appelle GoGoCarto. GoGoCarto, comme ça se présente, c'est assez connu. Et à partir de ce moment-là, on a eu vraiment la main sur le sujet et beaucoup de facilité à mettre en œuvre et beaucoup de souplesse aussi. Très bien, merci beaucoup pour ce partage. C'était, à mon avis, très intéressant et inspirant pour tout le monde ici. Donc, je vous propose maintenant de passer au deuxième témoignage, celui du Conseil de développement de Grand Angoulême. Et donc, voilà, il s'agit de présenter, de répondre à une question. Comment le Conseil de développement peut-il apporter sa pierre au nouveau projet de territoire qui devrait émerger de l'après-crise? Donc, vaste question. Et je vais laisser le soin à Isabelle Moreau et Sébastien Rivière d'y répondre. Voilà, je vais vous partager aussi leur présentation. Donc, je ne sais pas, Sébastien ou Isabelle. Bonjour, c'est Isabelle qui commence. Ok, super. Je partage aussi votre présentation. Alors, voilà. Alors, Isabelle,
c'est à toi. Le micro. Oui, là, je ne sais pas si le micro est activé ou si Isabelle est là, si elle nous entend. Est-ce que c'est mieux? Ah, voilà, parfait. Voilà. OK. Bonjour à tous et à tous. Donc, Isabelle Moreau, directrice du Conseil de développement de Grand Angoulême. Et donc, Sébastien me complétera sur la présentation de ces outils. Je veux bien que tu passes sur la diapo 2. Alexandra, merci bien. Alors voilà en gros comment le comité d'animation du Conseil de développement a réfléchi finalement assez vite au mois de mars-avril. On était nous en fin de Conseil de développement puisque le nouveau Conseil de développement devait se recomposer avec la nouvelle mandature et la nouvelle gouvernance politique. Mais très vite, les membres du CA ont été assez comment dirais-je, motivés, avec beaucoup d'enthousiasme, et ont essayé de construire 3 projets qui s'imbriquaient les uns dans les autres. Donc, le premier projet, c'était de partir d'un questionnaire pour essayer de recueillir la parole des habitants et de faire un questionnaire numérique. Le deuxième temps, c'était de dire comment on peut, et là, je ne veux pas faire une redite avec ce que vient de dire François-Xavier Lamotte, mais on était aussi un peu dans cette idée de repérer les initiatives sur le territoire, de se dire il se passe plein de choses sur cette période-là, il faut qu'on garde trace à la fois du ressenti des gens, mais aussi des initiatives qui sont prises. Et puis enfin, on a essayé de rebondir. Alors on verra, tout n'a pas fonctionné comme on le souhaitait, mais je vous explique la démarche globale. C'est-à-dire comment la plateforme des métamorphoses proposée par le Grand Nancy pouvait du coup, avec les éléments recueillis dans les 2 premières phases, pouvait alimenter cette plateforme et du coup, on pouvait effectivement réfléchir, préparer demain et faire part à la nouvelle gouvernance de la communauté d'agglomération, à la fois de nos travaux, mais également en quoi la crise remettait peut-être en cause, en tout cas permettait des enjeux différents par rapport au projet de territoire à repenser. C'était ça l'analyse globale. Et ce qu'a souhaité le Conseil de développement, c'est que ces 3 temps se fassent pas seuls, mais se fassent avec l'agglomération. Alors, on fait des actions sans forcément, entre guillemets, demander l'autorisation, mais là, l'idée des coprésidents LCA, c'était que ça puisse se faire avec l'agglomération. Alors, le premier temps, on l'a fait tout seul, c'est-à-dire le lancement du questionnaire, on l'a fait tout seul et dès avril, on souhaitait très vite avoir de la matière. Donc, on a lancé ce questionnaire qui était en gros, voilà, comment les gens vivaient cette crise, quelles pouvaient être les conséquences sur le territoire. Et là, ça a été assez intéressant parce qu'on a eu très vite, donc c'était un questionnaire totalement ouvert, très, très ouvert, et on a eu très vite 80 réponses avec beaucoup de matière. Ça a été d'une grande réponse. Et on a pu rapidement aussi sortir dès le mois de mai, de juin, une double synthèse de ces réponses qui était assez intéressante parce qu'elle montrait en creux et en bosse, entre guillemets, toutes les tensions qu'il pouvait y avoir sur le territoire, sur les gens qui vivaient bien cette crise, les gens qui vivaient mal, la question effectivement de la précarité, les très forts impacts sur la vie quotidienne. Par exemple, nous, on avait fait très peu de temps avant une contribution sur le numérique, ça l'a mis complètement en évidence, bien évidemment. Toute la question de la capacité mes citoyennes, enfin bon, vous verrez, on a mis un lien vers nos travaux, mais très vite, on a eu pas mal de matière. Et sur le second temps, on a souhaité mettre cette carte interactive en place, et c'est là où on voit toute la différence. C'est intéressant que M. Lamotte le présente avant. On était nous aussi, on s'est rapproché du SIG pour leur demander qu'ils nous conçoivent une carte interactive avec un outil libre et libre et collaboratif. Donc, ils nous ont aussi proposé un modèle genre GoGoCart. Par contre, les procédures, le temps de mettre en place, le fait que l'agglomération aussi, je pense comme l'ensemble des territoires, était assez englué dans les masques, l'achat, etc., on a mis beaucoup de temps, beaucoup trop de temps pour que cette carte émerge réellement. Et elle est sortie, on va dire, fin mai, début juin, globalement à un moment où les gens étaient déjà dans autre chose.
C'était évident. On a eu beaucoup de mal à la faire vivre. Alors, l'intérêt que cette expérience a eu quand même, c'est que ma collègue au niveau du Grand Angoulême qui travaille sur la politique des quartiers prioritaires s'est servie de cette carte pour repérer au niveau des quartiers toutes les initiatives et elle a mis en place ce qu'on appelle un carrefour des quartiers, peut-être que ça existe dans d'autres territoires, où elle est partie sur l'ensemble de ces initiatives pour pouvoir les présenter et faire un temps d'échange avec les habitants et le conseil de développement sur justement qu'est-ce que c'est que l'engagement citoyen aujourd'hui. Donc ça a été un point très intéressant. Ce qui a été aussi un point intéressant, c'est de montrer que malgré tout, cette carte, elle existe et on pourra s'en servir peut-être dans d'autres projets. Cette carte interactive sur les initiatives, c'était aussi le choix du conseil de développement de s'ouvrir un peu sur pas seulement un conseil de développement avec des collèges, etc., mais de créer un forum autour du conseil de développement qui va être mis en œuvre maintenant puisque les élus de l'agglomération l'ont adopté. Et cette carte faisait partie aussi de ce projet de dire comment on recensait les dynamiques citoyennes, comment on repérait ce qui pouvait se passer sur le territoire et qui nous échappe la plupart du temps à nous et aux élus, et comment on pouvait peut-être, conseil de développement, servir un peu de relais sur ce projet. Et puis la plateforme des métamorphoses, donc le travail du questionnaire nous avait permis de repérer un peu des thèmes forts et on a souhaité effectivement s'associer à ce très beau projet de la plateforme des métamorphoses. Et ça a été difficile pour nous. On a envoyé des courriels, on a essayé de solliciter la presse locale, enfin tout ce qui était PQR, et on a eu beaucoup de mal, et ça sera vraiment intéressant peut-être que Dominique puisse nous en parler. On a eu beaucoup de mal à faire prendre la mayonnaise chez nous. On a eu quelques propositions, mais les gens à ce moment-là disaient mais oui, mais là on est englué dans la crise, on veut du concret, on veut de l'action. Ils ont eu du mal à adhérer à la stratégie qui nous semblait nous extrêmement intéressante aussi, de prendre un peu de hauteur, d'en faire quelque chose, de pouvoir le tricoter. Mais ça a finalement relativement peu fonctionné. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce qu'il y a une suite, il y a au moins 2 suites à cette démarche. La première, c'est que un peu plus tard que nous, la commune d'Angoulême, avec des moyens beaucoup plus importants que les nôtres d'ailleurs, a lancé aussi auprès des habitants un retour un peu d'expérience de cette crise autour d'un certain nombre de verbes, autour de la nourriture, l'alimentation, les déplacements, etc. Et la communauté d'agglomération du Grand Angoulême également. Et nous sommes en ce moment en train de faire une synthèse un peu de ces 3 retours d'expérience pour les porter à la connaissance des élus, toujours dans cette logique de projet de territoire, du projet de territoire qui va être travaillé là, à partir de janvier. Et nous-mêmes, Conseil de développement, on est en train de finaliser un travail où on a essayé de mettre en perspective un peu les travaux de ces dernières années, et de se dire finalement cette crise du Covid, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça remet un peu en cause dans nos travaux, en tout cas comment ça nous réinterroge et vers quoi il faut, comment on fait part de ces expériences-là aux élus. Et puis Alexandra le met, mais voilà, on a travaillé aussi avec une illustratrice d'Angoulême. On essaie d'utiliser, vous savez qu'Angoulême, c'est quand même la capitale internationale de la bande dessinée. Donc, on a travaillé avec une jeune femme qui s'appelle Morgane Parisi, qui avait déjà travaillé avec nous sur une mise en image, en particulier des témoignages qu'on avait reçus sur un travail qu'on avait fait sur le plan climat et énergie. Et elle nous avait fait cette jolie petite illustration que voilà, je voulais partager avec vous. Voilà, un peu rapidement nos expériences. Je vais laisser peut-être Sébastien me compléter. Éventuellement, il y a une question dans le chat, je peux la poser à Isabelle. De quels outils disposez-vous pour adresser le questionnaire aux habitants et par quels moyens traitez-vous les retours? Alors, là, c'était vraiment un questionnaire tout simple en ligne qu'on avait envoyé dans l'ensemble de en courriel, Facebook, sur le site Internet.
Et c'est ça la logique de répondre, de travailler sur les 80 premiers questionnaires, parce qu'on souhaitait effectivement très rapidement faire un retour. Et le retour, on le fait sur notre site Internet. Donc, systématiquement, on donne à voir sur notre site dans un temps très court. Là, on l'a fait dès fin mai, début juin. On a mis sur notre site le retour de ces questionnaires. On avait fait d'ailleurs deux types de retours. Un retour assez complet avec des verbatim autour des questions qui avaient été posées. Puis un autre document, plutôt qui était un document de synthèse qui était plutôt nos interrogations par rapport à ce qu'on avait lu, puisque les gens avaient été quand même assez prolixes dans les questionnaires qui nous étaient retournés. OK. Donc, une autre question, quel pourcentage de retour? Et puis, pour confirmer, le questionnaire a été adressé que par mail? Mail, Facebook, site Internet. D'accord. Et sur les 80, on a dû avoir un peu plus de 90 retours, ce qui peut sembler modeste, mais la ville d'Angoulême a eu à peu près les mêmes retours que nous, avec des moyens de communication beaucoup plus importants, et l'Aglo également. Donc là, on est en train de travailler sur à peu près un retour autour de 300 questionnaires, et globalement, les trois retours qu'on a sont assez proches dans la question du ressenti, et y compris dans les éléments de tension qu'on sentait dans l'expression des habitants qui nous ont répondu. Une autre question. Oui, Sébastien, si tu veux compléter peut-être. Oui, simplement, peut-être rapidement, parce qu'Isabelle a été extrêmement complète. L'idée, c'était quand même, il y avait des objectifs quand même assez clairs derrière. C'était de ne pas perdre le lien pendant ce temps qui était un peu particulier au début. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis au travail rapidement avec les habitants, mais aussi avec les élus. Recueillir la parole, effectivement, observer aussi ce qui se passe, parce que c'est un moment particulier, donc c'est important effectivement de bien observer, de bien comprendre ce qui se passait. Il s'est passé quelque chose notamment sur le premier confinement, qu'on n'a pas forcément retrouvé complètement par la suite, et effectivement l'enjeu c'est d'en faire quelque chose pour le prochain projet de territoire, mais ça Isabelle l'a très bien dit, donc je ne vais pas paraphraser. Très bien, merci en tout cas pour ce partage. Là, je ne vois pas d'autres questions, mais bon, si jamais il y a d'autres questions, on pourra y revenir, bien entendu, un peu plus tard. Merci pour ce partage. Donc, je propose de passer à la troisième expérience. Donc, Céline Rigour du Conseil de développement de la métropole de Rennes, qui va nous parler du groupe de travail qui a été mis en place sur la question du vieillissement. Donc, Céline. Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour. Oui, alors, parfait, merci. Moi, je vais évoquer l'impact de la crise sanitaire sur un groupe qui était en lancement au début du confinement, donc au Conseil de développement de la métropole de Rennes, donc, où on est un conseil de développement qui n'a pas de représentation citoyenne en direct. On est dans nos membres avec des représentants d'acteurs organisés sur le territoire. Je rebondis un petit peu sur ce que j'ai entendu sur les premières présentations pour être clair de là où on part. Et on n'est pas notre renouvellement de mandat, c'est pour l'année prochaine en 2021, heureusement. Donc là, on était en fin de programme de travail avec la plénière actuelle du Conseil de développement. Donc, on a un groupe sur le vieillissement qui s'est lancé en janvier 2020, donc c'était dans le jargon une autosaisine du Conseil de développement, donc avec un certain nombre de membres intéressés par ce sujet, avec l'envie de poser, donc début 2020, un peu un diagnostic solide sur la question du vieillissement avant d'en tirer une problématique que pourrait traiter plus particulièrement le Conseil de développement, donc un peu classique sur le format, avec deux copilotes très actifs dans leurs associations respectives, donc sur le sujet du vieillissement, avec l'envie d'apporter un regard positif sur la question du vieillissement, participer à une meilleure
connaissances partagées et d'agrandir petit à petit le collectif que le Conseil de développement arriverait à réunir autour de cette question du vieillissement. Voilà, donc on a eu une première réunion en janvier qui a répondu à ces objectifs de lancement, puis une seconde au mois de mars, voilà, en sachant qu'on imaginait des rencontres thématiques comme ça jusqu'à l'été, justement pour poser le diagnostic de départ. Et là est arrivé le confinement, donc à la suite de la deuxième rencontre, qui, dans notre cas, nous a un peu déstabilisés, il faut bien le dire. Voilà, dans le cadre de ce groupe de travail spécifiquement, c'était au niveau des pratiques de travail que ça s'est posé, puisqu'il y en avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas jusqu'à maintenant pratiqué la visioconférence. Il y avait l'équipe technique d'une part, mais voilà, ça fait partie de notre métier, mais il y avait aussi, côté membre du Conseil de développement, aussi une problématique de cet ordre-là. Et par ailleurs, plus globalement, au niveau du Conseil de développement, on avait des membres, notamment au niveau du bureau, qui étaient très impactés dans leur organisation en tant que professionnels par ailleurs. Voilà, on a eu vraiment un temps de flottement en début du premier confinement qui nous a un peu perturbés, voilà, sur le lancement de l'année, là, du programme de travail. On a su rebondir premièrement en essayant de récupérer des contributions par voie mail, donc sur les différents sujets thématiques qu'on souhaitait explorer sur les sujets du vieillissement. Ensuite, on a réussi à faire une première réunion en visioconférence qu'en juin, finalement. Donc je parle spécifiquement de ce groupe vieillissement. Il y a d'autres groupes du Conseil de développement qui ont fonctionné différemment. Et là, sur le groupe vieillissement, est remonté beaucoup de témoignages sur l'impact de la crise, particulièrement vécu de manière particulièrement dure de la part de seniors, notamment quand ils étaient dans la cible vulnérable. Voilà, donc on a réinterrogé à ce moment-là la feuille de route du groupe de travail en se disant qu'on ne pouvait plus être sur une approche diagnostique, mais sur une plutôt approche peut-être plus témoignage. Donc ça, c'était au mois de juin. Pendant ce même mois de juin, le bureau du Conseil de développement plus globalement a souhaité imaginer potentiellement une contribution, voilà, un petit peu comme à Angoulême, sur l'enjeu de résilience du territoire, comment sortir de cette crise et d'avoir être proactif par rapport aux élus sur la question de la résilience du territoire. Donc, ce qui a permis au groupe de travail sur le vieillissement de préciser un petit peu là où il pouvait apporter vraiment une plus-value voilà, en termes de remontée de témoignages. Et donc, du coup, c'est en septembre qu'on a pu faire une deuxième rencontre, cette fois-ci en présentiel, ce qui a été très apprécié des personnes, vraiment pour à la fois capitaliser du vécu pendant la crise sanitaire auprès donc, des différents acteurs et de leur public, acteurs du vieillissement qu'on avait pu réunir, qui étaient membres du Conseil de développement et partenaires, et aussi se projeter sur les seniors dans la ville demain, en gros. Donc, on avait cette approche-là en septembre, donc réunion très, très riche qu'on a prévu de valoriser en cours actuellement. Et ça nous a aussi permis de préciser notre feuille de route à ce moment-là. Donc, c'était en septembre-octobre, pour vraiment aller vers des recueils de témoignages, des entretiens auprès des acteurs en présence, des visites. Voilà. Et là est arrivé le second confinement. Mais ce coup-ci, voilà, on a vu l'évolution des pratiques entre le premier et le second confinement, puisque là, on est vraiment encore très actifs dans ce groupe de travail et très motivés. Les membres, entre-temps, tous, sans exception, même voilà, des profils de personnes où je n'aurais pas forcément imaginé qu'ils arrivent enfin voilà, ils ont tous passé le cap de la visio, ce qui nous permet vraiment de poursuivre la feuille de route revisitée
voilà, qu'on avait pensé au mois d'octobre, de la poursuivre. On ne fait pas des visites sur place, on n'interroge pas des personnes bénéficiaires des différentes expérimentations, initiatives qu'on a pu identifier sur le vieillissement parce qu'on ne peut pas aller les voir en direct, mais on arrive quand même à avancer sur notre feuille de route comme ce que nous souhaitions. Voilà, en étant pour le coup en sachant plus s'adapter que la première fois. Et donc l'objectif là, c'est d'arriver d'ici le mois de mars, avril, à déjà capitaliser un certain nombre d'initiatives et d'expérimentations et de projets qui marchent concernant les seniors sur le chez-soi. Voilà, on a une entrée chez-soi en gros d'ici le mois de mars. Et ensuite, on s'intéressera aux seniors dans la ville pour la suite de l'année 2021. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai répondu à la consigne, si ça fait poser des questions sur retour d'expérience. Sur un groupe Oui, thématique. merci Voilà. Donc, en sachant Merci Céline pour ce retour d'expérience très intéressant. Yves, je n'ai pas vu de questions. Je ne pense pas qu'il y ait de Non, je vois questions pas de questions. Ça a spécifiques. été parfaitement clair, Céline. C'était très clair. C'était parfait. Voilà. Par contre, j'ai une question qui m'est arrivée. Une personne demande de préciser la composition des conseils de développement, donc les 3 conseils de développement qui sont exprimés. Si vous avez des citoyens, des associations, des acteurs et comment en fait ils intègrent le conseil de développement. Donc en quelques mots, je demande à nos 3 intervenants, est-ce que vous pouvez nous préciser cette composition? Donc pour la métropole de Rennes, Céline en a un peu parlé, mais peut-être quelques éléments supplémentaires. non, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est 80 membres, donc c'est des organisations qui sont membres au conseil de développement. Pour la plupart, il y a quelques personnes qualifiées, et avec chacun 1 à 2 référents. Voilà. Très bien, merci Céline. Pour le Grand Angoulême? Pour le Grand Angoulême, je m'y colle. On a à peu près 130 membres, avec 40% d'habitants. Et après, le reste, moitié-moitié, de représentants des communes nommés par les mairies qui ne sont pas élus, et de membres d'associations qui font partie effectivement du collège des acteurs. Très bien. Merci Sébastien. Le forum, Sébastien? Ah, c'est nouveau ça. Oui, effectivement, nouvelle composition. Effectivement, on a désormais, en plus, on a demandé aux habitants d'adhérer à un forum pour ceux qui ne peuvent pas s'impliquer totalement, un forum ouvert où les membres du forum pourront s'intégrer dans des groupes projets en fonction de leur envie et de leurs besoins, mais sans être membres spécifiquement du conseil de développement. C'est-à-dire que c'est un deuxième cercle du conseil de développement qui va être totalement ouvert et qui va permettre de toucher beaucoup plus de monde et d'aller chercher encore plus d'avis différents. Très bien, merci pour ces précisions. Et pour Erdre et Gèvres? Alors nous, on est un particulier parce qu'on a un conseil de développement uniquement citoyen. On n'a pas de commission, on a juste eu un comité qui devient permanent. Vous avez compris, c'est le comité qui gère les initiatives, qui est de à peu près 8 personnes. On renouvelle nos adhésions tous les ans ou tous les 2 ans et demi à l'occasion de lancement d'un groupe de travail, à chaque fois issu soit d'une autosaisine, soit d'une saisine. Et on profite pour faire un appel général à la population pour nous retrouver, pour travailler pendant le temps nécessaire à mener les études sur ce sujet. Voilà. Et on est à peu près une 60aine de personnes. Et c'est très fluctuant puisque ça fluctue en fonction de l'intérêt qu'ont les citoyens sur les sujets que l'on traite. Oui, peut-être préciser que vous êtes sous forme associative aussi. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Yves, qui sont Alors, apparues? une autre question, mais qui s'adresse plutôt à la CNCD. Est-ce que la CNCD a standardisé des outils numériques collaboratifs comme Slack, des bases de données comme Google Drive, démocratie participative, exemple Twitter? Voilà. Donc, en fait, on n'a pas standardisé, mais on utilise. Alexandra, je te passe la parole. Voilà, on utilise, voilà. Oui, voilà. Alors, à la disposition de tout le monde, on a un site internet, mais il n'y a pas de rubrique privée. En fait, vous pouvez naviguer dans toutes les rubriques du site internet. C'est complètement ouvert. Et l'idée, c'est qu'on met sur ce site à disposition un certain nombre de documents qui peuvent vous être utiles, des exemples de délibération, de règlement intérieur, de protocoles de coopération, des actualités, des fiches pratiques aussi sur la composition, le fonctionnement du conseil de développement, etc., etc. Puis nous, en interne, on utilise des outils assez faciles, donc Google Drive,
voilà, pour partager des documents. On utilise Zoom pour faire des visioconférences. Et effectivement, on n'avait pas forcément l'habitude aussi de travailler de cette manière-là. Et c'est le premier confinement qui nous a poussé à organiser des visioconférences pour le bureau, le conseil d'administration, l'assemblée générale. Et ça nous a permis aussi de vous proposer ce format de webinaire, des visioconférences pour les techniciens. Voilà, on a vu que ça a bien marché. On a fait un test au départ. Et puis finalement, tout le monde a réussi à peu près à se connecter. Donc, on est très heureux. Ça fonctionne très bien, cette modalité d'échange. Alors, voilà. Sur les outils, si vous recherchez des outils, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Institut de la participation et de la concertation citoyenne. Ils ont fait un article qui recense des outils collaboratifs, un guide aussi pour animer des réunions à distance. Donc, voilà, ça peut être utile d'avoir toutes ces informations-là à votre disposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation? Il y a des questions qui ne s'adressent pas spécialement aux intervenants, là, c'est plus du chat, quoi. Donc je pense que les réponses peuvent venir par chat. Des gens qui nous proposent des outils, qui nous donnent des sources d'outils. Demande le site internet de la coordination nationale, donc ça devrait y arriver, www.conseildedéveloppement. Je sais pas. Conseildedéveloppement.fr, voilà, il n'y a plus les W, enfin, vous pouvez y aller avec les W ou sans. Avec un S. Voilà, au pluriel, bien sûr. Mais vous pouvez nous trouver aussi en tapant Conseil développement sur Google. Normalement, on est référencé en haut de la page. Il faut taper Conseil de développement en toutes lettres parce que CNCD, ça va sur… Il y a plein de sigles CNCD. Voilà, donc c'est l'expression Conseil du développement. Voilà, je remettrai le lien dans la fenêtre de conversation. Alors, je vous propose de partir sur la deuxième partie de ce webinaire, un temps de partage entre vous, les participants. Donc, les micros vont être ouverts. Alors, pour que cette séquence se passe bien, on va quand même vous demander, pour prendre la parole, de demander à prendre la parole. Il y a un outil sur Zoom qui le permet. Vous pouvez lever la main de manière virtuelle. Donc, en fait, il suffit d'aller dans le bandeau en bas, plus, et normalement vous avez l'option lever la main, ou ça apparaît en fait dans la fenêtre participant. Il y a 3 petits points et normalement il y a le lever la main, demander à prendre la parole. Si vous ne trouvez pas cette fonctionnalité, pas de panique, vous pouvez l'indiquer dans la fenêtre de conversation. Vous pouvez mettre par exemple un astérix pour demander à prendre la parole. À travers cette fenêtre de conversation, c'est parfois plus simple parce que ça n'apparaît pas forcément au même endroit aussi, cette fonction lever la main. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez partager vos réflexions. Qu'est-ce que vous inspire ces présentations? Est-ce que ce sont des choses que vous avez mises en place dans votre conseil de développement? Quel autre projet vous avez développé durant cette période-là? Est-ce que vous avez eu des freins particuliers? Qu'est-ce qui a pu vous aider? Donc, voilà, c'est une discussion assez ouverte que l'on vous propose. Alors, il y a une première question qui est: y a-t-il des conseils de développement qui se soient autosaisis du problème du changement climatique au travers de l'empreinte carbone, des achats publics, voire d'un travail collectif sur les bases de la fresque climatique, la fresque du climat, je suppose. Voilà, donc est-ce qu'on répond là, on s'éloigne un petit peu du… Chacun répond dans le chat, ceux qui ont des… Voilà, oui, parce que ce n'est pas le cœur du sujet. Effectivement, on a fait un webinaire il y a une quinzaine de jours sur cette question des PCAET, les plans climat, air, énergie territoriaux, et on a eu la présentation d'un conseil de développement Ouest-Charente, Pays du Cognac, agglomération de Grand Cognac, qui nous a présenté effectivement sa démarche et où ils ont fait des fresques pour le climat. Voilà, donc sur ce sujet de la crise sanitaire, est-ce que certains ont fait des contributions particulières ou mis en place des initiatives que vous souhaitez partager aujourd'hui? Ou alors est-ce que vous avez eu des difficultés, vous avez souhaité le faire mais vous n'avez pas pu le faire? Voilà, c'est aussi l'occasion d'exprimer, de partager pour quelles raisons. Alors, voilà, si vous n'arrivez pas à lever la main, vous pouvez mettre une petite étoile dans le chat. Céline, je vois que Céline a levé la main. Juste pour compléter, plus globalement sur le conseil de développement à Rennes, on a eu l'opportunité de contribuer au plan de relance qu'ils ont fini par appeler plan de rebond au pluriel, qu'a pensé Rennes Métropole, donc c'était en septembre 2020. Donc on a eu l'occasion de faire une contribution à ce sujet qui est d'ailleurs sur le site internet du conseil de développement. C'était pour ne pas l'oublier, voilà, s'il y a une contribution à retenir
officielle, on va dire, du CODEV de la métropole de Rennes, c'est celle-ci. Merci pour cette précision. Alors, Pierre Lefebvre lève la main. Donc, Pierre, nous t'écoutons. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Nous, un petit témoignage du CODEV de Toulouse. Je dirais que plus que la crise sanitaire, c'est la conjonction de la crise sanitaire avec cet entre-deux tours qui a été rallongé, qui nous a un petit peu paralysés. Hein, dans le nuage de mots introductif, beaucoup de personnes ont parlé de ralentissement. Nous, c'est vraiment ça qu'on a vécu. Et c'est plus la conjonction avec les élections qui nous a posé problème, puisque dans nos statuts, la présidente ou le président démissionne au moment des élections. Et donc, on attendait en fait que la machine se remette en route. Et la machine ne s'est pas encore tout à fait remise en route, puisqu'on n'a toujours pas de président à ce jour. Ce qui pose problème pour toute une série d'actions et d'initiatives. On a malgré tout, on est assez actif dans le domaine de l'animation du débat public. Et donc, on a continué cette activité-là. On est passé du présentiel aux visioconférences, comme la CNCD, et avec des couacs, des problèmes, mais aussi avec un certain succès. On s'est aperçu qu'en fait, en passant sur des outils numériques, les publics qui participaient à nos événements étaient complètement différents. On dit souvent que les CODEV ont du mal à attirer des participants plus jeunes, des gens qui sont des communes plus lointaines quand on est dans une grande agglomération, parce que c'est compliqué de venir sur les lieux. Enfin, voilà, tous ces publics-là, on a pu les attirer, et ça, c'était vraiment un point positif du passage à la visioconférence. Et puis, on a investi YouTube et on a fait des petites pastilles vidéo sur des thèmes en lien avec la crise sanitaire, sur le Covid est-il un risque naturel, sur la crise économique qui suit le Covid, etc. Donc, je vous invite à aller éventuellement sur la chaîne YouTube du CODEV Toulouse Métropole. Merci Pierre. Alors, je vois aussi que certains partagent dans la fenêtre de conversation. Yves, est-ce que tu as eu le temps de regarder un petit peu ce qui se dit par écrit pour ceux qui ne voient pas les messages écrits? Oui, alors moi je conseille effectivement d'aller chercher sur le site de la coordination dans la rubrique ressources des travaux des conseils de développement aussi. Hein, il y en a beaucoup qui, notamment pour leur répondre à la question sur les PCAET. Donc j'avais pas commencé à lire. Bon, oui, j'ai vu, voilà, il y a quelques messages. Voilà, le réseau des conseils de développement breton, par exemple, a recensé des initiatives pendant cette crise sanitaire. Donc, il y aura un document qui sera publié sur le site du réseau des conseils de développement breton très prochainement. Voilà. Alors, Dominique, je crois que tu voulais prendre la parole. Dominique Valk. Oui, merci. Remercier nos 4 participants, bien entendu. Mais il y a quelque chose, c'était très chouette, mais il y a quelque chose qui ressort des 3 interventions, et peut-être quelque chose qu'on a toujours rêvé de réussir à faire, c'est que les conseils de développement sont devenus des partenaires réels d'animation du débat territorial. Et ça c'est vachement important, parce que, et en l'état, dans une situation de crise, ça prouve qu'on est capable de passer au-dessus des défiances qui sont naturellement présentes, hein, c'est ainsi, qu'on est capable finalement de retirer des épines dans le pied des élus, voire de gérer la patate chaude que les circonstances leur envoient. Et donc, du coup, ça positionne bien ces conseils de développement comme des espaces neutres, équilibrés, des maisons du temps long, des lieux d'animation du débat territorial, et ça nous porte beaucoup. Donc, du coup, ça peut aussi nous inspirer pour être un peu plus exigeants dans nos rapports avec les élus, les exécutifs en règle générale. Merci Dominique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres témoignages, d'autres réactions? Donc, vous pouvez... Voilà. Alors, Mathieu Terrien. Oui, bonjour. Donc, Mathieu Terrien, président du conseil de développement du pays de Châlons, dans la Marne, Grand Est. Je viens, moi, plus... Pardon? Châlons avec un S. Oui. Parce qu'il y a le Châlons sans S sur Saône. Châlons en Champagne, c'est nous. Je viens un petit peu plus vous demander votre structuration. Nous, le conseil de développement existe depuis 1 an et demi, presque 2 ans. Il y avait eu un précédent conseil de développement qui a tenu 1 an.
Au niveau des moyens humains, on a un demi-ETP chargé de mission et à peu près 1 500 € de budget de fonctionnement annuel. J'ai pu voir les, les présentations qui ont été faites et à chaque fois, je me dis que pour nous, ça risque d'être difficile de mener des projets de telle envergure et peut-être que ma question finalement, c'est peut-être que les moyens que vous avez sont supérieurs et comment vous êtes structuré en fait. Et là, ma question se pose à l'ensemble des conseils de développement présents. Oui, Alors, c'est une question complexe. On a fait une enquête sur les conseils de développement. Alexandra, tu as peut-être les résultats en mémoire? Oui, en fait, on avait fait une enquête, effectivement, il me semble que c'était en 2015. On avait fait aussi quelques petits sondages un peu plus tard. Et en fait, on s'aperçoit que les budgets sont très variables d'un conseil de développement à l'autre. Et ça ne dépend pas forcément non plus de la taille de l'intercommunalité. Bon, quand je dis budget, ça peut être aussi le nombre d'ETP, de salariés qui sont mis à disposition du conseil de développement. Donc, quand on avait fait une moyenne, on était tombé sur 0,8, je crois, ETP par conseil de développement, donc quasiment un ou une chargée de mission par conseil de développement, sachant qu'il y a des écarts qui sont très importants. Certains conseils de développement ont une équipe jusqu'à 5 personnes dans cette équipe-là, et d'autres conseils de développement ont personne, ou alors quelqu'un, une assistante qui est là vraiment sur un quart-temps, on va dire. Donc c'est très variable, et les budgets aussi également, tout dépend ce qu'on compte dans le budget, si on compte les salaires des personnes mises à disposition, voilà, qu'est-ce qu'on va compter effectivement dans ces budgets. Certains ont des budgets propres, d'autres non, c'est une ligne budgétaire qui est dans le budget de l'intercommunalité, par exemple. Ça dépend aussi si le conseil de développement est sous forme associative ou s'il n'a pas de statut juridique propre. Donc voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte dans cette question-là. Mais je pense que certains vont peut-être répondre aussi par écrit. Donc, je ne sais pas si c'était assez clair. Si. Merci. Cette étude, elle est consultable? Oui, alors on ne l'a peut-être pas remise sur notre site internet. En fait, on avait fait un travail de bilan en fait, en 2015. Voilà, il faut qu'on la remette. On a fait une refonte du site, donc on a des documents anciens qui sont plus sur le site, mais on peut vous l'envoyer par email sans problème. Je veux bien, merci beaucoup. Je crois qu'il y a le même travail qui a été fait au niveau de la conférence régionale Grand Est des conseils de développement. Alors, est-ce qu'il y a des réactions, des personnes qui souhaitent partager une expérience, une initiative? Voilà, je sais que certains ont fait des choses aussi très intéressantes durant cette période, mais peut-être que vous ne souhaitez pas les partager ici, c'est dommage. Alors, allez-y, hein, vous pouvez demander, vous pouvez prendre la parole, demander à prendre la parole en levant la main ou à travers la fenêtre de conversation. C'est la fin de la journée, c'est un peu difficile. Voilà, sinon, il y a effectivement pas mal de questions sur, enfin, au moins quelques questions qui appellent des réponses de plusieurs personnes, plusieurs conseils sur, sur les statuts, la charte, règlement intérieur, sur l'existence de tous ces petits documents qui peuvent servir d'inspiration pour les conseils qui sont en création, en renouvellement. Quelqu'un a mis, je crois que Céline Rioux, justement, a mis le lien sur le site de la coordination nationale où on a rassemblé un certain nombre d'exemples de ces différents documents de type juridique sur les conseils de développement, création. Et puis on pourra revenir aussi sur tous ces aspects dans des prochaines réunions, parce que je sais qu'il y a eu pas mal aussi de renouvellement dans les conseils de développement. Ah, ben voilà, je vois 2 mains qui se lèvent maintenant. Donc Marie-Christine et Henri Jacot. Alors Marie-Christine et puis Henri Jacot, allez-y. Oui, moi je pensais aussi que dans les documents à partager, est fort utile dans cette période de transformation, transition et autre chose du même métal, les livrets d'accueil. Ça me paraît aussi être un document qu'il ne faut pas rater et qui devrait être très encourageant.
qui n'est peut-être pas toujours. Et ça vaudrait la peine d'enquêter sur ceux qui sont arrivés. Nous, on va voir ce que ça va donner. Ceux qui sont arrivés et qui ont trouvé ça au précédent début de mandat, savoir finalement si ça leur a permis de s'intégrer rapidement. En tout cas, l'intégration des nouveaux membres, pour moi, c'est une vraie question qui se pose, et un livret d'accueil, tout comme le guide pratique, un livret d'accueil type, c'est peut-être pas mal. Effectivement, oui, c'est une bonne idée. On a quelques exemples aussi sur le site. Marie-Christine, tu réponds à une question, faire une réponse partielle à une question plus générale. Comment faites-vous pour fédérer et mobiliser les membres de CODEV? Donc, je vais la laisser en suspens et effectivement, on va passer la parole à Henri et puis ensuite voir si on y répond en temps réel ou si on organise un prochain webinaire sur la question. Henri? Il faut activer le micro, Henri. Le micro est coupé. Excusez-moi. Voilà, là c'est bon. Ok, merci bien. Oui, moi je suis plutôt sur le témoignage de ce que nous faisons à Lyon, enfin au Grand Lyon, pour dire que comme les exemples qui ont été donnés, on s'est vraiment efforcé, alors en mai-juin, pendant le premier Covid, d'aller voir ce qui se passait sur le territoire pour essayer de le relayer auprès des élus. Vu notre taille et vu notre pratique, on a visé les têtes de réseau. On fonctionne comme ça, donc on a fait une enquête assez approfondie auprès de 70 institutions publiques, associations privées, enfin ça va de la FEV aux chambres de commerce, en passant par l'AFPA, en allant à TD Carmonde, etc. Donc quelque chose de très vaste, et on a tiré une note d'alerte auprès des élus pour l'été et un plaidoyer pour la relance et la transformation au retour. Et au retour, on s'est retrouvé d'une part avec un nouveau Covid, enfin un nouveau confinement, alors qu'on voulait faire une restitution plus globale auprès de tous ceux qu'on avait interrogés. Et puis, on a surtout trouvé un nouvel exécutif, puisqu'il y a eu quand même un changement très important sur Lyon, avec des contacts à nouer que nous avons pris progressivement, avec des élus qui manifestent une appétence pour la participation, je dirais, tout azimut, allant des budgets participatifs aux assemblées citoyennes, etc. Et avec donc la nécessité de redéfinir le rôle du Conseil de développement. On en est là-dedans. Et pourtant, on a trouvé avec eux, on a rencontré avec la présidente Anne-Marie Comparini le nouveau président de la métropole, Bruno Bernard, et on s'est mis d'accord pour une sorte de compromis, si j'ose dire. On est en train de restituer notre plaidoyer pour une relance et une transformation, mais avec une focale très particulière sur la jeunesse, puisque les nouveaux élus veulent faire une politique de la jeunesse, ce qu'ils ne voulaient, pour l'instant, la mandature sortante n'envisageait pas du tout. Et donc, on a organisé, on a déjà tenu un premier webinaire, on va en tenir un deuxième. Le premier a porté sur l'accompagnement éducatif des adolescents, et le deuxième porte sur l'accès professionnel des jeunes adultes. Ces deux webinaires vont donner lieu à des comptes rendus méthodiques et vont surtout donner lieu à une synthèse allant vers des recommandations d'ici fin janvier. Nous allons présenter au nouvel exécutif et aux différents vice-présidents, vice-présidentes concernés. Il y en a 4 concernés. Alors, pour l'instant, c'est bien engagé. On espère que ça ira bien au bout et on verra à partir de là quelle est l'attitude des nouveaux élus par rapport au Conseil de développement, sachant qu'il sera renouvelé, le Conseil de développement, de manière donc importante, parce que sans doute avec des compositions différentes. Nous y avons nous-mêmes réfléchi, mais les élus nouveaux ont leurs idées qui vont être confrontées. Tout ceci devrait aboutir à une nouvelle délibération, je dirais, entre Pâques et juin, et un redémarrage d'une nouvelle formule de conseil de développement dans un nouvel espace participatif au niveau du Grand Lyon à partir de septembre. Voilà à peu près notre témoignage et notre parcours actuel. Merci Henri pour ce partage. Alors, on va prendre une dernière question parce que je vois que le temps file. Alors, Françoise Dumas, allez-y. Oui, bonjour, je suis membre de l'espace citoyen du Grand Annecy. C'était juste un petit témoignage pour répondre à la question
l'occupation de notre temps durant le confinement. Comme on était en perspective de changement, de renouvellement de l'espace citoyen à la suite des élections du Conseil communautaire, on a profité de la période du printemps pour réfléchir sur notre fonctionnement au niveau du Conseil de développement. Alors, on l'a fait en réunion de bureau et cette matière sera utile par rapport à la nouvelle composition de l'espace citoyen et notamment la nouvelle composition du bureau, puisqu'on vient d'installer la nouvelle assemblée. On avait fait appel via les réseaux sociaux et via le site de notre agglomération et on a été très satisfait de voir qu'on a eu un grand élan de nouveaux citoyens intéressés pour participer, citoyens bénévoles, pour participer à l'espace citoyen. Et pour preuve, sur 160 membres actuellement, il y a les 2/3 qui sont des nouveaux membres. Alors, on s'était donné pour objectif aussi de contacter tous ces nouveaux membres. On s'était partagé avec les membres du bureau pour leur expliquer qui on était, leur envoyer la charte de l'espace citoyen par rapport à l'engagement, la posture. Mais on voit qu'avec une assemblée avec autant de nouveaux membres, on a un gros travail d'acculturation, on va dire, de mieux se connaître, ce qui n'est pas facile avec la visio, mais à la limite, je dirais que la visio est mieux que les réunions en présentiel en ce moment, parce qu'avec les masques, on se voit beaucoup moins, donc même si on n'est pas en présentiel, il y a au moins cet avantage-là. Et ce travail que l'on a fait pourra être une base de réflexion et on pourra la partager avec les nouveaux membres du bureau pour la compléter, l'enrichir et travailler à un nouveau cadre de coopération avec les élus. Parce que nous aussi, comme vous le soulignez à Lyon, sur Annecy, même si on a toujours eu des bons rapports avec les élus, on sent avec la nouvelle équipe qu'il y a une volonté de démocratie participative beaucoup plus intense. Donc ça veut dire aussi que nous, il faut qu'on s'organise, qu'on se coordonne et qu'on se mette en ordre de marche parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on est sollicité, enfin on a déjà été sollicité et on le sera. Donc c'est à la fois un beau challenge, c'est enthousiasmant, mais il faut aussi qu'on se coordonne, qu'on se structure et qu'on réfléchisse ensemble, anciens et nouveaux, sur ce nouveau fonctionnement. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Merci pour ce partage. Effectivement, je pense que ça doit faire écho aussi à des situations que vivent de nombreux conseils de développement là, en cette période de réinstallation, pas toujours facile à distance. Merci. Donc, voilà. Alors, bon, Michel on Néry. a… Oui, Michel, il y a une dernière intervention alors avant Qui qu'on… demande la parole, non pas par lever de la main, mais avec une étoile dans le chat. Très bien. Alors, Michel Néry. Oui, c'est une petite, dans la rubrique application. Si je peux partager mon écran, vous présenter. Je sais pas il faut que j'autorise. Hop, voilà. Allez-y. Hop, vous pouvez maintenant. Dites-moi si ça fonctionne de votre côté. Oui, ça a l'air de marcher. Donc, Michel Néry, président du Conseil de développement de Grand Paris Seine-et-Oise. Vous voyez quelque chose? Oui. Donc, c'est une petite application qui s'appelle Glide App, qu'on trouve sur Google. Il y a la même proposée par Microsoft, qui nous permet de disposer du conseil de développement dans notre poche. Donc, vous voyez en bas, ça représente un écran de smartphone. Donc, on présente les travaux sur cette page, les différents membres du CODEV. On a un chat, des projets de territoire et des actus. Voilà, en période d'éloignement lié à la pandémie, comment on peut continuer d'avoir un travail ensemble dans notre poche à chacun. Très intéressant. Merci pour ce partage. Effectivement, ça peut donner de bonnes idées. Alors, je vais laisser peut-être le mot de conclusion à Yves. Oui, On Dominique. À l'heure. Dominique. Au coprésident. Allez, Dominique.
Non, enfin, en fait, j'ai conclu tout à l'heure, hein, donc tu vas embrayer, parce qu'effectivement, l'intérêt de toutes ces initiatives, c'est vraiment de continuer à marteler à quel point on joue un rôle d'exhausteur de qualité démocratique. C'est extrêmement important, et encore plus par les temps qui courent. Je ne sais pas si vous voyez en plus les trucs de Castex qui sont en train de tomber pour la suite des joyeuseries, quoi. Putain, on n'a pas fini de chialer, quoi. Donc de quoi on tire tout ça? Est-ce qu'on en tire de la colère, ou est-ce qu'on en tire d'autres manières de faire, auquel cas des outils tels que les nôtres vont jouer des rôles mais vraiment prépondérants. Hein, ça paraît peut-être un peu grandiloquent ou prétentieux que de dire ça, mais je ne le crois pas du tout. C'est que face à la défiance et à la rancœur et au ressentiment, s'il n'y a pas des lieux pour capitaliser sur les façons de faire, sur les inquiétudes, sur les débats, etc., on n'avancera pas. Comme dit souvent, on n'aura même pas eu le temps de faire un tour, on sera toujours sur la ligne de départ et on recommence sans cesse. Donc je pense que c'est hyper important peut-être de mieux vendre aussi les capacités qu'on a. On n'a pas tout dans la R16, mais on a quand même pas mal de choses. Et cette diversité des initiatives, des compétences, des outils, etc., ça devrait quand même faire réfléchir, cette effervescence, cette ingénierie du sensible, cette ingénierie citoyenne qu'on est capable de développer. Je trouve que c'est plutôt hyper encourageant. Encore faut-il qu'une partie des joueurs qui sont sur le terrain aient envie de le voir et de s'appuyer dessus. Peut-être qu'un des éléments du blocage actuel est lié à ça. Hein. Moi, je le vois encore dans la région Grand Est où on veut révolutionner, c'est le Grenelle des mobilités, pas de problème, on va associer les conseils de développement, puis oups, caramba, encore raté, ah merde, on a oublié de vous convoquer aux réunions, aux ateliers. Enfin, je veux dire, les mecs, avec le boucan qu'on fout là-bas, ils arrivent encore à nous oublier. C'est que quelque part, ce système est culturellement un peu emmerdé aux entournures pour arriver à travailler en toute, comme main tendue, en toute transparence avec les citoyens. Parce qu'encore une fois, et comme l'a dit je ne sais plus qui tout à l'heure, Angoulême, au final, c'est eux qui décideront, ce n'est pas le souci. Mais refuser la modeste lanterne qu'on apporte grâce à nos ingénieries d'intelligence collective, quelque part, ça va finir par poser un vrai problème. Voilà. Donc, en tous les cas, il faut qu'on continue à vendre toute cette capacité que vous avez produite ce soir. Voilà. Moi, je peux répercuter aussi ce qui apparaît dans le chat dans l'intervalle. Il y avait une question que je n'ai pas répercutée sur le champ qui était « Quand sont les prochains webinaires ?» Voilà, donc en fait, ça sera en 2021. Hein. On n'aura pas d'ici Noël. Et puis, mais la date, le calendrier n'est pas fixé. Et puis, une question, enfin plusieurs interventions sur le thème, effectivement, d'accueillir les nouveaux membres, de mobiliser les membres du Conseil de développement, etc. Et un peu en lien aussi, en lien dans le contexte de confinement. Donc, il y a peut-être là un sujet, justement, à mettre parmi les premiers sujets de 2021. Il faut qu'on y réfléchisse. En attendant, écoutez, merci à tous de votre participation active. Merci à nos intervenants qui ont pris un petit peu de temps pour préparer tout ça et qui ont fait une grande partie du succès de ce webinaire. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation. Et pour ceux avec qui n'ont pas l'occasion de reparler, on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Merci. Merci très à toutes et tous. Voilà, et donc vous trouverez les prochains webinaires sur notre site, à travers notre lettre d'information aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre lettre d'information. Et puis, allez aussi consulter notre site. On a une page Facebook et un compte Twitter aussi. On relaie toutes les informations. Voilà, merci à toutes et tous. Et puis, merci. Bonne fête de fin d'année. Bonsoir. Merci. Et oui, couvre-feu à 20h. Merci, au revoir. Au revoir.